Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers orateurs, oui, je vais vous donner une réplique. En vous autorisant d'une insolence que vous qualifiez de minimale, vous vous êtes présenté à votre auditoire en ces termes, je cite, « Je suis un homme de race blanche, hétérosexuel, gadjo et goy. Je ne peux me réclamer de la souffrance de personne, je n'appartiens à aucune communauté qui aurait été tourmentée par l'histoire, et si je devais représenter un archétype, je serais plutôt le symbole de l'oppresseur que celui de l'opprimé. » Serait-ce donc vous, ce goy errant, cet apatride de toute souffrance mémorielle, ce sans-papier du malheur, cet historien martyrisé et déchu de son droit de recherche, qui aurait perdu le territoire sacré de la mère patrie, des libertés et des droits absolus, ceux dont on doit jouir sans entrave comme un horizon indépassable. Monsieur l'orateur, vous venez cependant d'accomplir brillamment toutes les étapes du rite initiatique de votre bar mitzvah d'orateur de rentrée. Le devoir accompli, vous pouvez rejoindre vos illustres prédécesseurs dans le panthéon surpeuplé de la conférence libre du jeune baron. Le rituel commande que le bâtonnier vous donne la réplique en commettant le crime d'apologie de la mauvaise foi. Amis, entendez-vous le cri sourd des orateurs qu'on enchaîne, celui de ceux et de celles qui ont dû souffrir la réplique brutale et perverse de leur bâtonnier. Vous voilà instrumentalisé comme une banale loi mémorielle. Dans la posture d'une communauté d'orateurs opprimés, la figure du bâtonnier se fige dans celle de l'imposture, celle de l'archétype de l'oppresseur, répliquant tel un séisme. Cher orateur, vous vous êtes présenté à nous, presque tout perdu, sans repère mémoriel, nostalgique ou jaloux de n'être la victime de rien, un plébéien du malheur, un prolétaire de l'oppression. Il suffisait de demander « Je suis là ». Je vais faire de vous un aristocrate. Mais de ces caricatures, cher orateur, évidemment, vous ne prendrez rien au mot. Je n'étais que dans la tentation de plaisanter au point de me prêter au rire. L'humour est une façon de se tirer d'embarras. C'est l'euphorisant de la souffrance, selon le dramaturge Touzalin. Car c'est bien dans les miasmes de la souffrance et de la tragédie des peuples malheureux que vous nous entraînez, dans les vacarmes universels de la haine et de l'horreur, de la mort par l'extermination et de la barbarie des hommes qui, ayant inspiré certains législateurs par vous qualifiés d'arrogants, ont suscité votre vive critique. Alors, avant de brasser la douleur des peuples, l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire, dit Nietzsche. M'autorisez-vous à rester encore un peu dans l'air frais de la légèreté. Fortissimi sunt Belgae. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Déjà, sous Jules César, les Diables Rouges étaient la meilleure équipe du monde. On nous l'a appris et nous l'avons ânonné de l'école primaire au collège ou à l'Athénée en suant des gouttes sur la traduction de la guerre des Gaules. Les cerveaux de plusieurs générations de Belgicains ont été ainsi mécanisés. Merci Jules, nous étions le peuple le plus brave. À bien y regarder, cette bravitude est un cliché qui est exploité par les historiographes de 1830 pour créer de toutes pièces le mythe fondateur du royaume de Belgique. Pour Baudouin de Charneux, qui lui a lu le texte complet de Jules César, la prétendue bravoure des Belges ne serait qu'imposture, une composante de leur condition de barbares et de sauvages indomptés.
Ils n'étaient en somme que des abrutis brutaux et incultes, dénués de cervelle et de stratégie. Ces idiots utiles qu'étaient ces braves Belges ne se distinguaient que par leur bestialité et leur traîtrise. On est bien loin de cette fierté nationaliste qui faisait l'éloge romantique du peuple belge. La propagande est, avec un autre, le plus vieux métier du monde. L'histoire a toujours été triturée pour être au service du prince, pour imposer son pouvoir, pour glorifier ses actes et légitimer son action. Notre actualité politique ne démontre-t-elle pas la relativité de la compréhension de notre histoire récente qui varie selon la communauté linguistique à laquelle appartiennent ces braves Belges, jusqu'à aboutir aux plus courtes excuses de notre histoire parlementaire pour une faute que son président de parti affirmait que son auteur, frais et moulu secrétaire d'État, n'avait pas commise. Les Belges sont donc devenus les plus braves dans l'excuse. Ils seront vite imités, nous le verrons plus loin, souvenez-vous-en. Curieuse actualité politique qui nous ramène à une époque brunâtre, toujours sensible, qui est en fond d'écran de vos propos. Curieuse actualité politique, au moment où certains considèrent que les clés de la maison Belgique ont été remises avec les codes de l'alarme à un parti qui œuvre à sa disparition. Les manipulations de l'histoire travestie sont donc toujours des manipulations politiques, et vous avez à juste titre rappelé la pantalonnade du Vlaams-Belang devenu subitement le chantre du génocide arménien lorsqu'il fallait contrarier la prétention de la Turquie à entrer dans l'Europe. La France s'illustre par des débats passionnés et clivants sur son histoire récente. À peine est-elle remise de sa période vichysoise qu'elle perpétue sa gueule de bois avec l'Algérie française et ses guerres coloniales. Selon les présidents de la République, l'État sera répudié comme responsable dans ces moments tragiques de l'histoire. Ce n'était pas la République, dira Mitterrand, qui refusera d'inscrire Vichy dans la continuité de ses gouvernements. Pour d'autres présidents de cet État, la nation, la République, la France, doit se répandre en repentance et reconnaissance victimaire. Cher orateur, en tant que spectateur attentif d'un débat franco-français sur des lois mémorielles, n'êtes-vous pas amené à prendre un particularisme franchouillard pour une généralité? Notre culture belgo-belge est plus raisonnable sur ces enjeux, plus modeste, diriez-vous, ou plus inculte, ou plus distraite par des querelles trivialement communautaires. Chez nous, pas de débat apologique sur une identité nationale considérée comme un corps unique ou une valeur absolue qui serait menacée de fragmentation par des politiques mémorielles fondées sur la commémoration des morts et des persécutions des communautés diverses qui seraient causées par la faute de l'État ou de la patrie. En d'autres mots, ne confondons pas Pétain et Léopold III. Ne confondons pas une vieille nation rurale et jacobine, politiquement bipolaire, qui ne parvient pas à cicatriser son passé colonialiste, blessure ouverte dans ses banlieues, avec un État artificiel, orphelin de son épopée patriotique et nationale, linguistiquement bipolaire, mais politiquement pluraliste, alors que, sommet du paradoxe, sa capitale, Bruxelles, s'ancre au cœur de l'Europe, là où se croisent toutes les langues, toutes les cultures, toutes les origines. Passons à la nuit et au brouillard, passons de la légèreté à la tragédie. La nuit et le brouillard, en allemand Nacht und Nebel ou NN, en nom de code, est, avant d'être une chanson, le titre donné au décret nazi du 7 décembre 1941 ordonnant la déportation de tous les ennemis et opposants du Troisième Reich. En inventant l'industrie de l'extermination, les nazis ont prémédité la négation du crime. En jetant les victimes dans la nuit,
et le brouillard, là où la visibilité est nulle, là où la mémoire devient brume et chute dans l'abîme de l'oubli. La mémoire est donc entrée en résistance contre le péché originel de la négation nazie. Cette négation originaire, consubstantielle à la Shoah, a été transmise en héritage nauséeux aux négationnistes, lesquels ont perpétué ce but unique d'effacer les traces de ce crime contre l'humanité. Dans cette lutte contre la négation du crime et le mensonge, cette mémoire torturée et résistante a fait appel à la force du droit, à la loi. Pour ceux qui habitent Liège, la rue Lérès vous est connue. Elle s'étend sur près d'1 kilomètre et opère la jonction avec le quartier Natalis, la rue Grétry et le pont de Londa. La rue Lérès traverse un quartier qui a connu tous les courants migratoires, un quartier qui semble endormi, immuable, entré dans le temps et pas prêt d'en sortir, hors d'atteinte des excès de la modernité, de la médiacité. Regardez l'immeuble qui se situe au 128 de la rue Lérès, tel qu'il nous apparaît encore aujourd'hui. À partir du 12 septembre 1942, partout en Belgique, on passe de la mise au travail obligatoire des Juifs à leur déportation pour la solution finale. Au début d'octobre 1942, Inda Koltoum, qui se cache rue des Bonnes Nouvelles, dans le quartier Saint-Léonard, vient chercher quelques vêtements de rechange à son domicile, au 128 de la rue Lérès. Inda y est arrêtée à cette adresse par un collaborateur rexiste, auxiliaire de la section anti-juive de la Scheepsreispolizei de Liège. Elle est emprisonnée à la citadelle de Liège, transférée et enfermée le 30 octobre 1942 à la caserne d'Ossin, camp de rassemblement de Malines. Elle est déportée par le 17e convoi et porte le numéro 871. Elle est gazée à son arrivée à Auschwitz. Inda est la grand-mère d'un de nos confrères, orateur de rentrée en 2001. La région liégeoise comptait en 1939-1940 410 232 habitants, dont une population juive de 2560 hommes, femmes, enfants. Parmi les Juifs déportés dans la région liégeoise, 728 hommes, femmes, enfants n'en sont jamais revenus. Leurs maisons sont toujours là, à l'identique, comme au 128 de la rue Lérès. Ces maisons où ils ont vécu, où ils ont été arrêtés, où ils se sont cachés, témoignent par leur présence familière que ces âmes perdues sont toujours parmi nous. Vient alors, comme un murmure de leur présence, la citation biblique gravée sur le pierre tombale juive qui nous dit que son âme reste liée au faisceau des vivants. La Shoah, ça veut dire la catastrophe en hébreu. Ce n'est pas la poussière de temps passé, des résidus de l'oubli ou de l'habitude que l'on peut cacher sous le tapis de l'histoire. Non, définitivement, la Shoah, dont vous prétendez dénoncer l'exploitation sacralisée et sacrée, ce ne sera jamais une gentille chorégraphie guerrière à vocation touristique, comme la commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo en juin 2015. La Shoah, ce n'est pas une abstraction, une image floue, une photo jaunie et écornée. Non, la Shoah et ses victimes, ce sont des individus concrets, reconnus et connus, faits de chair et de sang, qui ont croisé et partagé l'histoire de mes grands-parents, de mes parents, qui croisent et lient mon histoire, celle que je partage avec mes amis, mes proches, avec les enfants et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de cette humanité perdue, tout aussi belge et liégeoise que vous et moi. Je n'ai pas à m'excuser pour un excès de sensiblerie ou pour une euphorie de compassion abstraite sur fond de bonne conscience. Cette tragédie est devenue la mienne, à titre personnel et par sa vocation universelle. Je pleure toujours le destin de ces victimes qui ont cette force universalisante. Je salue toujours les héros, je condamne encore les salauds. Je suis toujours un spectateur en colère, horrifié et non désincarné,
à la mémoire intacte et entière. L'Holocauste, le sacrifice par le feu, c'est l'extermination d'individus qui n'étaient l'ennemi politique ou militaire de personne. C'est une machinerie de l'horreur, systématisée et programmée, articulée sur l'idéologie de la race inférieure. Elle prend appui sur le droit et la bureaucratie autochtone et nazie. Elle n'a été rendue possible que par le déploiement d'une logistique européenne et des moyens industriels. C'est cela qui la rend unique dans l'histoire de l'humanité, unique, universelle et non sacralisée. Je ne puis admettre l'oxymore religion laïque. La religion et la croyance sont une chose dont l'existence n'est pas prouvée. La foi est l'attitude de l'homme qui tient pour vrai des réalités qui sont invisibles ou incontrôlables. La Shoah est un fait historique définitivement établi et non une religion qui sépare les croyants et les mécréants sur une preuve impossible. Ce concept de religion masque à peine une récusation du fait historique. Je n'y crois pas, donc cela n'existe pas. Voilà déjà qu'apparaissent les métastases du négationnisme par l'abus de langage de politiques maladroits et suffisants. Et puis, rappelons ce petit détail de l'histoire. La Shoah, c'est d'abord et surtout le paroxysme de l'antisémitisme. La haine du juif est une constante de l'histoire européenne de l'Atlantique à l'Oural. Cher orateur, avec l'Holocauste dans les seules mains des historiens, déliée grâce à vous du joug des lois mémorielles, la catastrophe antisémite ou arménienne serait-elle plus supportable ou plus accessible aux incultes, aux ignorants et enfin aux victimes? Pouvez-vous affirmer devant nous que la Shoah est une vieillerie historique qui, ayant vécu, ne renaîtra jamais de ses cendres, si j'ose dire? Telle une momie, elle ne serait juste qu'un sujet d'étude pour les seuls historiens dont la science lumineuse serait la garantie donnée à l'humanité de l'absence de récidive. J'admire votre confiance sans limite à l'égard d'une liberté d'expression sans limite. Mais j'ai des craintes sérieuses quand je regarde la pente que prennent les événements. Je suis de ceux qui constatent la renaissance du phénix maléfique de la banalisation de la parole antisémite. Et c'est un inventaire à la Prévert, mais voici quelques exemples de l'actualité. J'ai dû faire des choix, il y en avait tant et trop. Évidemment, il y a la tuerie au musée juif de Bruxelles ce 24 mai 2014, dans le prolongement des tueries de l'école juive du 19 mars 2012 à Toulouse. Sous le vocable de terrorisme se cache l'imitation de la Shoah par balle des Einsatzgruppen avant l'industrialisation de l'extermination par le gaz. Et il y a cette affiche. En juillet 2014, à Saint-Nicolas, entrée autorisée aux chiens, mais aux sionistes en aucune façon. L'affiche, rédigée dans la langue de son auteur, que l'on distingue en arrière-plan, mentionnait le terme juif sans équivoque. C'est une paraphrase ratée et imbécile de l'interdiction nazie faite aux Juifs de pénétrer divers lieux avec d'autres personnes. L'ignorance de l'histoire permet de dépasser, sans le savoir, l'ignominie de l'antisémitisme nazi. Et puis, dans la continuité de la stupidité, l'abîme de la bêtise, le comité de baptême philo-élève de l'ULG en octobre 2014 proposant une soirée année simple illustrée par une locomotive à vapeur pour jouer la guerre à Gaza contre le grand méchant juif. Il paraît que c'était de l'humour décalé. Fin octobre également, manifestement, il y avait quelque chose dans l'air. Un échevin humaniste de Krainem, francophone, s'exprime comme suit sur sa page Facebook, dans un français très approximatif. Pour moi, c'est clair. J'ai investigué dessus. Je me suis littéralement plongé dedans. J'ai été consulter des archives à Auschwitz. J'ai rencontré un juif ancien déporté.
J'en parlais avec des historiens de musée de la déportation. J'en ai parlé avec un ancien résistant devenu révisionniste. J'ai lu un tas de trucs. J'ai été chercher des bouquins. J'ai rencontré Forisson. Et ma conclusion est la même qu'Olivier Mathieu, un négationniste condamné à Bruxelles en 1991. Les chambres à gaz, c'est du bidon. Enfin, début du mois de novembre, un prêcheur koweïtien, leader des frères musulmans, chanteur et star de la télévision, invité à la foire musulmane et privé de visa en Belgique. Il est accusé par le nouveau ministre de l'Intérieur, je cite, de propos antisémites inacceptables, comme s'il y en avait des acceptables. Lui, en réplique, accuse le gouvernement belge de prendre sa décision sous la pression du lobby sioniste, à savoir la Ligue belge contre l'antisémitisme. Voici ces citations. La chose la plus dangereuse, le plus grand ennemi auquel sont confrontés les musulmans, ce sont les juifs. Et ce brave garçon de lancer un appel à chaque mère musulmane à biberonner ses enfants à la haine des fils de Sion, afin qu'une nouvelle génération se lève pour les rayer de la surface de la planète. Pour tenter d'obtenir son visa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formulé des excuses, imitant notre secrétaire d'État, pour des propos tenus sous l'effet de la colère, au milieu des injustices chroniques en Palestine, et il a dit « Je n'ai aucune honte ni aucun regret à reconnaître mes erreurs et mes dérapages verbaux qui ont alimenté l'antisémitisme sur Internet. » Est-il si absurde quand on entend les termes « les chambres à gaz, c'est du bidon » et il faut les rayer de la surface de la Terre, de faire appel à la protection de la loi. Et nous y voilà enfin, à ces lois mémorielles, mais il m'a fallu faire des détours pour les replacer dans leur contexte, martelés sous la longue queue de gaz et de poussière de la météore. Cher orateur, vous avez porté l'essentiel de votre éclairage sur la France. On y a dénombré 4 lois mémorielles. La loi Guesso date de 1990, étant à réprimer tout acte raciste, antisémite, xénophobe. Vous l'avez cité au comité d'intellectuels réagira comme en 2005. Relevons que cette loi ne parle pas de génocide, en ce qu'elle se fonde sur l'autorité de Nuremberg, procès qui n'a poursuivi personne du fait de génocide. Pour la bonne et simple raison que n'existait pas encore. La racine est notre grec, Jean, espèce de suffixe latin, tué, massacré. On doit se terme un professeur de droit international américain, Raphaël et ce terme s'imposera en droit international par l'adoption de la Convention ONU 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression des crimes de génocide, dont qui est le principal rédacteur. Deuxième loi, elle tient sur une ligne, article unique. 29 janvier 2001, la loi reconnaît publiquement le génocide arménien en 1915. Aucun comité d'intellectuels ne réagira comme en 2005. La loi Taubira, du 24 mai 2001, tend à faire reconnaître comme la France le crime contre l'humanité qui constitue la traite et l'esclavage. Et elle demande que les programmes scolaires leur donnent la place conséquente qu'elles méritent. Aucun comité intellectuel ne réagira comme en 2005. Et puis nous y voilà, en 2005, la loi du 23 janvier, dite loi Mekachera, du nom du ministre délégué aux anciens combattants, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette loi fait polémique en ce qu'elle souligne le rôle positif de la France d'outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et impose aux livres d'histoire d'accorder une attention aux combattants de l'armée française issus de ces territoires, leur donner une place éminente à laquelle ils ont droit. Cet article 4 fut abrogé en 2006, et là, un débat nourri a eu lieu entre intellectuels.
Cher orateur, vous avez fait chahut et mousse de tout sur ces lois mémorielles en les mélangeant toutes. Vous avez fait grand cas de la pétition des 19 du 13 décembre 2005 intitulée « L'appel pour la liberté de l'histoire, vent debout contre la 4e loi », essentiellement, mais contre les autres aussi. Mais vous ne nous avez pas entretenu de la contestation de l'appel des 19, et je tenterai de réparer cette omission par de brèves citations parmi d'autres. Le 20 décembre 2005, une trentaine d'écrivains, juristes et historiens ont signé un texte marquant leur opposition à l'appel des 19, parce qu'il fait, selon eux, l'amalgame entre la loi du 23 février 2005 et les 3 autres lois mémorielles. Je cite quelques passages. Ne mélangeons pas tout. En nous opposant à la pétition de liberté pour l'histoire, nous pensons que le droit à la dignité ne limite pas la liberté d'expression. Nous revendiquons pour tout un chacun une pleine et entière liberté de recherche et d'expression, mais il paraît pernicieux de faire l'amalgame entre un article de loi éminemment discutable et les 3 autres lois de nature radicalement différente. La première fait d'une position politique le contenu légal des enseignements scolaires, il paraît souhaitable de l'abroger. Les secondes reconnaissent des faits attestés de génocide et de crimes contre l'humanité afin de lutter contre le déni et de préserver la dignité de victimes offensées par ce déni. Ces 3 lois ne restreignent en rien la liberté de recherche et d'expression. Quel historien n'a jamais été empêché par la loi Guesso de travailler sur la Shoah et d'en parler? Ces lois votées ne sanctionnent pas des opinions, mais reconnaissent et nomment des délits qui, au même titre que le racisme, la diffamation ou la diffusion de fausses informations, menacent l'ordre public. Enfin, sur la loi Guesso, je citerai Claude Lanzmann, réalisateur du film Shoah et directeur des Temps modernes, qui, le 10 janvier 2006, dans Libération, justifiait l'historisation de la Shoah, qualifiée d'événement le plus central du XXe siècle en ces termes: la loi Guesso, qui porte le désastre le plus paradigmatiquement anti-humain du XXe siècle, est aussi une garantie et une protection pour toutes les victimes. La loi Guesso n'est pas une limitation de la liberté de l'historien, mais se déduit au contraire de la rigueur propre à sa discipline. Elle n'est rien d'autre que le rappel à l'obligation de vérité. La loi Guesso n'opprime personne, n'exerce nulle contrainte. Elle défend des valeurs consubstantielles à la démocratie. On ne trouve pas, grâce à elle, des ordures négationnistes aux étals de nos librairies, dans les colonnes de nos journaux et sur nos écrans de télévision. N'ai-je pas bouclé mon propos? Que risquent ces faussaires de l'histoire, ces ordures négationnistes que dénonce Lanzmann, la complaisance d'un plateau de télévision ou le buzz sur Internet? Cher orateur, on vous connaît comme un chasseur impitoyable des poncifs de notre temps. Vous êtes un polémiste talentueux, mais vous avez de l'exercice de la liberté d'expression une vision trop ingénue. À un moment donné, de l'exercice de sa liberté, le libertaire tombe sur un concept qui lui résiste, tel un déni qui est un délit, une valeur absolue qui vous impose un silence dogmatique et péremptoire tel que la famille ou la nation, des faussaires de cette liberté qui la travestissent, tels Faurisson, Soral ou Dieudonné. Vous avez sacralisé votre foi en l'intelligence de l'individu par nature cultivée et empathique. L'idéalisation de l'homme en contact avec l'histoire, n'est-ce pas le mythe du bon sauvage, revu et visité par Henri Guillemin? Vous donnez aux historiens le pouvoir exorbitant de régenter la mémoire collective, alors que c'est de la société que viennent ces questions auxquelles répondent ces jugements politiques sur le passé. Le philosophe Paul Ricoeur a dit « L'histoire n'est pas tout à fait un objet et ne le devient que si je m'en évacue moi-même
à la façon dont le corps propre devient un corps objet pour un spectateur pur et désincarné, pour un spectateur non situé. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut résister pour ne pas trop se désincarner, pour demeurer dans la chair, pour ne pas être un objet de pur esprit, pour ne pas devenir un spectateur non situé. Connaissez-vous l'origine du mot et de l'expression « sauter du coq à l'âne » ? Le mot « asne » est l'ancien mot pour une canne qui était employée au XIVe siècle, je dis la femelle du canard. Sauter du coq à l'âne serait donc pour un coq de confondre la canne avec la poule. Cette expression sera connue sous la forme « saillir du coq à l'asne », et il semble que les coqs tentent parfois de saillir des cannes. De tous les gallinacés, les coqs sont les plus braves. Le sens de l'expression aurait glissé, l'asne devenant l'âne par déformation et sans accent circonflexe. Ce dernier n'aurait été ajouté qu'à la suite du contresens opéré pour rejoindre l'orthographe âne, et nous y sommes. Vous voilà informés, et j'espère avoir réussi ma transition pour passer à un tout autre sujet. Quittons la nuit et le brouillard. Le barreau de Verviers et le barreau de Liège se sont engagés dans un processus de rapprochement. Le nouvel article 430 du Code judiciaire précise que chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Notre ambition est de créer une nouvelle identité professionnelle dépassant les identités locales. Notre souhait est celui d'un barreau unique regroupant tous les avocats wallons et bruxellois dans une seule et même structure. Et c'est dans cette perspective que nous avons pris l'initiative de nous rapprocher du barreau du nouvel arrondissement, ce qui est la seule ambition aujourd'hui autorisée par la loi. Le mode actuel de fonctionnement de nos barreaux est à bout de souffle. Et il est nécessaire de nous doter de structures locales et d'une structure communautaire plus efficace et professionnelle. La fonction de bâtonnier n'est plus accessible dans des conditions de quasi-bénévolat. Elle n'est plus accessible à un seul homme quand la charge de travail est supérieure à un temps plein, activité qui est en inflation constante. Dans le cadre des travaux de rapprochement, le barreau de Liège et le barreau de Verviers, il est prévu de créer une structure collégiale composée des bâtonniers de division et d'un bâtonnier de la nouvelle entité. Cela donne déjà une équipe de 3 personnes qui, avec un ancien bâtonnier ou un vice-bâtonnier, un secrétaire adjoint et un directeur des travaux de l'ordre, constitueront l'ossature d'un comité de direction. Nous suggérons également de prévoir une mesure transitoire qui donnera au sein du Conseil de l'ordre une représentation garantie au barreau de Verviers, le temps nécessaire à la création de la nouvelle identité. Le pouvoir décisionnel du Conseil de l'ordre devient de plus en plus limité. Il n'est plus juridiction disciplinaire, la compétence réglementaire appartient à l'ordre communautaire, le Conseil de l'ordre a conservé sa compétence d'avis en matière d'honoraires et le barreau de Verviers s'organise en chambre d'avis sur délégation de son Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre dresse chaque année le tableau et a d'importantes responsabilités dans l'organisation de l'aide juridique de seconde ligne. Le Conseil de l'ordre est donc devenu essentiellement la chambre de réflexion locale sur les travaux de l'ordre communautaire. À cet égard, il est utile que les positions des barreaux locaux reflètent les problèmes rencontrés au niveau du nouvel arrondissement et assurent une meilleure représentativité et influence au sein d'Avocats.be. Cette dynamique et vision nouvelle au niveau des ordres locaux sera le moteur d'une même inspiration active au sein d'Avocats.be. Nos travaux respectent les identités locales qui se maintiendront dans leur spécificité, mais nous avons l'appétence, l'élan et la volonté politique
de créer une nouvelle identité et une nouvelle solidarité professionnelle qui se déploiera sur un territoire équivalent à celui de l'arrondissement, avec un pouvoir décisionnel et d'orientation permettant un dialogue d'égal à égal avec les nouveaux chefs de corps. La crainte de la diminution de clientèle au profit de gros cabinets est indifférente à la question de la fusion des arrondissements et de la fusion des barreaux. Cette clientèle est déjà mobile et cherche la qualité là où elle se trouve, plutôt là où elle croit la trouver. Un barreau unique au niveau de l'arrondissement autorisera des rapprochements stratégiques entre cabinets de division pratiquant la même matière, débarrassés de la contrainte des autorisations d'établissement actuellement en vigueur. C'est un facteur de croissance évident sur le plan économique et celui du service à la clientèle. Pour la clientèle sédentaire, elle sera rassurée de savoir que son avocat appartient à un barreau qui a vocation à travailler sur le même territoire que son juge d'instance et d'appel. La création du bâtonnier de division conservera la visibilité locale à l'autorité de l'ordre, notamment pour les incidents d'audience et la déontologie. Quant à la moins bonne connaissance des confrères et la perte de convivialité, il faut raison garder. Pour une taille cumulée de nos deux barreaux, qui donnerait un barreau de 950 plus 130 confrères, soit un peu moins de 1100 membres, soit encore 4 fois moins que le barreau de Bruxelles. En toute hypothèse, le bâtonnier de division veillera, avec les jeunes barreaux qui restent autonomes, à animer la vie de la division concernée. Les contacts permanents qui se sont noués d'ores et déjà entre les membres de l'équipe qui travaillent au rapprochement, entre les deux conseils de l'ordre et leurs bâtonniers, donnent de toute évidence une nouvelle dimension à la convivialité, aux qualités d'accueil et à l'amitié. L'information a commencé au sein des deux barreaux et nous sommes dans le timing d'assemblée générale informative et délibérative pour conclure à des élections communes si la fusion se concrétise en juin de l'année prochaine. Comme ce fut le cas lors de la fusion des barreaux du Luxembourg, il n'y a pas de problème réellement objectif et à chaque question, une réponse est donnée. Il en va ainsi des implications financières. Les deux barreaux ont des réserves quasi équivalentes et des cotisations moyennes similaires. Quant aux engagements contractuels, l'essentiel de ceux-ci, hors les contrats de travail, sont liés aux assurances collectives qui nous sont communes. Les deux BAJ se parlent et le critère de choix de l'avocat subsidiairement à la liberté du justiciable sera celui de la résidence de celui-ci. L'effet de levier d'un rapprochement permet de réfléchir à l'engagement d'un directeur chargé de la gestion du personnel et de l'uniformisation des pratiques à long terme que seule cette professionnalisation autorise. Cet élan, cette impulsion, cette dynamique a été donnée par des confrères de qualité qui, issus des deux barreaux, travaillent main dans la main à la création de cette nouvelle identité, cette nouvelle solidarité professionnelle. Nous croyons que cette démarche est judicieuse, elle rencontre les exigences de la modernité et la volonté politique de l'État fédéral. Nous devons dépasser le repli sur soi égoïste. Il s'agit d'une aventure d'une autre dimension, d'une autre exaltation. Cette aventure est à notre portée. Cette partie relative au rapprochement entre le barreau de Verviers et le barreau de Liège ayant été écrite à 4 mains par ces bâtonniers, j'appelle ici Monsieur le bâtonnier Jean Bévier. Je vous remercie pour votre attention.